Mais simplement, les gens viennent dans des endroits où les gens sont dans une misère et ils étalent les richesses. Et on sait que une fois qu'ils sont pris, RFI, BBC, La Voix de l'Amérique va crier. Donc les gens en profitent pour prendre ces gens-là en otage. Il faut aussi en tenir compte. Lorsqu'une ONG, lorsqu'un humanitaire est arrêté, on en parle tout de suite, mais lorsqu'il y a 100 morts, 200 morts, parfois il faut prendre le temps pour en parler. Et donc il y a cette justice à deux vitesses, ou cette équation à deux vitesses qui fait que les gens en profitent, ceux qui veulent faire parler d'eux. Merci pour votre intervention. Donc on voit bien toute cette problématique, pauvreté, évidemment les causes mafieuses, au-delà du politique ou politique et mafieuse, tout ça est très très complexe. Je vous donne la parole également, monsieur. Oui, donc je vous remercie. Donc Daniel Lago, Association pour la défense du droit humanitaire en France. Alors j'aurais juste posé 2 ou 3 questions. Alors la première question, est-ce qu'il y a une différence entre des humanitaires non occidentaux, de pays non occidentaux? Vous avez dit qu'ils sont très minoritaires, si j'ai bien compris. Enfin, je suppose qu'il y en a quand même. Donc, est-ce que le traitement est différent, d'une certaine manière? Alors, ça, c'est une première question. Alors, une deuxième question je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à propos de un certain nombre de choses. Mais la deuxième question, est-ce que les ONG, est-ce que les humanitaires, y compris CICR, Médecins du Monde, qui sont là et qui sont d'excellentes organisations humanitaires, ou d'autres, ou malheureusement d'autres qui sont peut-être différentes, est-ce qu'ils ont été capables, est-ce qu'ils sont capables de se différencier nettement, clairement, à la fois des politiques de leur propre gouvernement, qui quelquefois ont envoyé l'armée sur place, et aussi d'ailleurs des Nations Unies elles-mêmes, qui, comme vous l'avez rappelé, les Nations Unies, au départ la guerre était illégale, la guerre en Irak par exemple, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies a entériné cette guerre et a chargé effectivement les États-Unis et les pays occidentaux en général qui y participaient de lutter contre la résistance irakienne. Bon, ce qui est extrêmement grave de la part des Nations Unies. Bon, c'est pas le cas évidemment ni de Médecins du Monde ni de CICR, mais est-ce que vous ou d'autres avez su suffisamment clairement vous distinguer sur le plan politique de cette question-là? Aussi d'ailleurs éventuellement sur le plan pratique, ne pas habiter au même endroit, etc., comme ça a été signalé précédemment. Il y a peut-être. Oui, j'ai une troisième question. Après j'ai fini. Je reste tranquille. La troisième question. Lors d'une dernière réunion du CICR, il y avait un général français qui était ici dans la salle et qui a dit que finalement les ONG, tout en se prétendant neutres et indépendantes, finalement aidaient l'armée française là où elle évoluait, en Afghanistan ou d'autres armées ailleurs, et les aidaient en les renseignant, en leur disant, voilà, dans tel endroit, il vaut mieux pas aller parce qu'il y a tel regroupement d'ennemis, etc., etc. Donc ça m'a beaucoup choqué, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce problème et ce que vous pouvez en dire. Merci. Excusez-moi. Non, je vous en prie. On est là pour débattre, donc au contraire. Donc Pierre Micheletti, peut-être sur les deux premières questions parties. Il y a beaucoup de questions qui ont été évoquées, donc je vais me saisir. Il y en a qu'on va évoquer aussi dans la deuxième partie. Je vais me saisir de quelques-unes, les plus faciles en tout cas. Monsieur de Réveil FM, quand vous avez évoqué la guerre des chiffres, oui, c'est clair que cette guerre des chiffres existe. Ça a été très documenté, entre autres par des journalistes comme Philippe Bolopion, sur la question du Darfour, où on a bien vu ce qui s'est organisé ces dernières années sur la réalité de ce qui continuait de se passer au Darfour dans les années 2006, 2007, 2008. Tout ça plus ou moins relayé par des groupes de pression, etc., qui avaient leur logique aussi en utilisant les chiffres d'une certaine façon. Sur la confusion des genres que vous évoquez, elle existe. Alors, un autre terrain emblématique de cette confusion des genres, c'est l'Afghanistan. En sachant que le thème central dont il est question sur les questions de sécurité, c'est celui de la perception. L'évolution de la perception à l'égard des humanitaires sur le terrain ne conduit pas toujours à des problèmes d'insécurité. En tous les cas, je pense que cette équation, il faut en sortir parce que ça nous mettrait en situation
de ne pas réfléchir à l'image que nous donnons de nous-mêmes sur le terrain autrement que par une réaction réflexe de défense liée à la question de l'insécurité. Je pense que nous devons réfléchir à l'image que nous véhiculons sur le terrain, à nos pratiques et à la façon dont nous intervenons, pas forcément avec le mobile de travailler sur l'insécurité. Ça, c'est une donnée qui s'impose à nous, mais aujourd'hui, la question de la perception à l'égard des acteurs humanitaires va bien au-delà de la question de l'insécurité. Elle interroge encore une fois nos pratiques, nos positionnements politiques, etc. Alors, si je reviens à l'Irak, où on a tous les éléments de la confusion que vous évoquez, vous disiez comment vous distinguez des Nations Unies, de la politique gouvernementale, etc. D'une part, il y a une certaine obligation de moyens que nous pouvons maîtriser, c'est-à-dire que nous pouvons essayer de créer des conditions qui n'entretiennent pas la confusion. Et alors on peut le faire par la façon dont on s'affiche ou pas avec notre gouvernement, dans la façon dont on est financé ou pas, donc ça on le maîtrise. Et puis il y a des éléments de perception qu'on ne maîtrise pas et qui sont liés au principe d'action des autres acteurs eux-mêmes. Et quand on a des acteurs qui entretiennent la confusion, ou en tous les cas, de notre point de vue, en tous les cas, quand on a des acteurs qui, je vais revenir à l'Afghanistan, entretiennent l'idée que les troupes militaires d'occupation font aussi de l'action humanitaire, là, cette perception-là, vous ne la maîtrisez plus. Elle est véhiculée par ces acteurs-là. Quand vous avez un ministre de la Défense français qui explique dans un communiqué de presse que les 2 soldats des troupes spéciales qui sont à la frontière du Tchad et du Darfour sont morts en opération humanitaire, vous ne pouvez pas maîtriser cette perception-là. C'est ce que véhicule votre ministre des Affaires étrangères et il est beaucoup plus audible dans la communauté, dans l'actualité internationale que vous ne pouvez l'être. Quand vous êtes en Afghanistan et que vous avez des troupes d'occupation, dont des Français, des Américains et des Anglais, qui font la guerre en uniforme, mais qui aussi déclarent faire de l'action humanitaire en uniforme via les équipes de reconstruction provinciales, et que dans ce même pays, vous avez par ailleurs, à des quotités jamais inégalées, des soldats en civil qui font la guerre, via les compagnies militaires privées, où on est dans des ratios, on a été dans des ratios de 1 pour 1, ou aujourd'hui peut-être même de 2 privés pour une troupe régulière dans l'Afghanistan, puisque ces compagnies se réorientent à nouveau vers l'Afghanistan. Donc voilà un pays où vous avez des soldats qui font la guerre en uniforme, des soldats qui déclarent faire la guerre, faire de l'humanitaire en civil, vous avez d'autres civils qui font la guerre armée, et puis vous avez des civils humanitaires qui disent qu'ils sont là que pour faire de l'humanitaire, mais certains d'entre eux s'affichent aux côtés des troupes d'occupation et d'autres pas. Voilà, donc pour reprendre ma boutade habituelle, sauf si vous êtes afghan et anthropologue, vous avez un petit peu de mal quand même à décrypter qui est qui et qui fait quoi sur la question de la perception. Patrick Bruguère, justement, peut-être sur la dernière partie de votre question, sur ce rôle des ONG vis-à-vis des militaires. Oui, c'est en fait une question qui se pose depuis passablement d'années. Je crois que tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je parlais d'instrumentalisation, le problème, c'est prétendre faire de l'humanitaire avec un agenda qui n'est pas humanitaire. C'est ça, finalement. C'est, je pense, la limite au-delà de laquelle on ne peut pas être d'accord. Et je dirais que et les politiques et les militaires n'ont pas, à quelque part, dans leur discours ces dernières années, prêché en faveur d'un humanitaire tel qu'on le défend, c'est-à-dire indépendant de toute forme de pouvoir ou de contrainte, qu'elle soit politique ou militaire. Et dans la bouche, effectivement, de ceux qui prétendent, encore il y a quelques années, que les conventions de Genève n'étaient plus applicables, qu'on bafoue le droit, que l'on dit qu'il n'y a plus de place pour une action neutre et indépendante, que l'on ne peut plus être ou avec les gens ou contre les gens. Lorsqu'on entend encore que les humanitaires vont nous aider à gagner la guerre, c'est un discours. Un ministre des Affaires étrangères de retour à Jérusalem prétend que c'est grâce aux ONG que j'ai des informations sur Gaza, je ne le citerai pas. C'est simplement mettre l'action humanitaire dans un prisme totalement dévié. Et après, effectivement, c'est déjà compliqué de travailler dans des conditions, dans un environnement qui n'est pas, à l'heure actuelle, je dirais, particulièrement ouvert ou favorable à un certain nombre de choses comme ça. Si en plus, effectivement, ceux qui ont une voix qui est entendue se livrent à ce genre de discours, c'est clair qu'après, remonter à quelque part la pente ou la chaîne, c'est un exercice extrêmement compliqué. Et après ça, effectivement, il y a le discours qui est au service de l'action.